On peut y aller? Ouais. Ok. Donc bonjour à tous. Je vous invite à mettre vos casques pour ceux qui ne les ont pas encore mis afin de pouvoir m'entendre. Merci de participer à cette présentation sur les pompes à chaleur certifiées et puis aussi les nouveaux horizons donc en termes de réglementation, d'évolution des fluides frigorigènes. Je suis Sophie Boquillon, responsable des projets transverses chez Eurovent Certita Certification. Organisme de certification qui délivre notamment la marque NF pompe à chaleur depuis 2007. Donc ça fait 17 ans que cette marque de certification existe. Je vais laisser peut-être Julien te présenter. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Donc, moi je suis responsable commercial d'EcoForest, un fabricant de pompes à chaleur pour la France. Donc effectivement on va démarrer cette conférence où on va parler des pompes à chaleur certifiées NF et de l'importance du certificat NF et des nouveaux horizons dans ces produits certifiés ou à niveau des technologies appliquées au marché de la pompe à chaleur dans le futur. Donc, je vais vous présenter d'abord un peu de manière introductoire la société EcoForest, le groupe EcoForest, qui est un fabricant espagnol qui a plus de 60 ans de vie et qui développe et fabrique des pompes à chaleur géothermiques, aérothermiques et aussi des équipements à granulés de bois, donc des chaudières et des poêles à biomasse. Donc une société qui est aujourd'hui présente sur plus de 35 pays, l'activité principale se concentrant en Europe. D'accord ? Donc aujourd'hui on va parler des spécificités de la France, logiquement. Et on va démarrer avec une petite idée de la gamme en pompe à chaleur qui existe et les produits certifiés derrière. Donc EcoForest a démarré son activité dans le domaine de la pompe à chaleur géothermique et c'est pour ça qu'il y a une grande plage de produits dédiés à la géothermie. Dans ce cas, donc des produits au glycoléo ou au qu'on divise en gamme résidentielle, les produits que vous voyez à gauche dans le slide, ce qu'on appelle EcoGéo basique et compact, donc des produits qui vont aller jusqu'à 24 kW thermiques. Et ce sont des produits toujours en technologie scroll inverter, donc modulant en puissance. Okay, des produits également réversibles qui pourront fournir du rafraîchissement pour les applications où ceci soit nécessaire, plus une gamme tertiaire, celle-là qui sera dans ce cas certifiée NF prochainement, où on a également des produits scroll inverter modulants, ce qui est plus rare à voir, donc des produits où on garde la modulation de puissance comme atout sur un seul circuit, un seul compresseur, sur des plages de 40, 70 et 100 kW unitaires par machine sur un module qui fait 1 m3. Okay, donc on aurait 100 kW de puissance sur 1 m3 de pompe à chaleur dans une chaufferie, ce qui est assez compact et assez pertinent pour des applications collectives ou tertiaires où l'espace aussi parfois est limitant ou contraignant. Derrière, on aura également une gamme de pompes à chaleur. Dans ce cas, où on va avancer un peu le sujet de la conférence, monobloc au propane, le fameux R290 duquel vous commencez à entendre parler dernièrement et pas mal. Donc ici, vous trouverez une gamme complète de monoblocs résidentiels au propane allant jusqu'à 20 kW thermiques. Également en modulation de puissance, monocompresseur scroll, donc des produits adaptés aussi aux besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire, pouvant atteindre des températures de production d'eau chaude de jusqu'à 75 degrés, ce qui est adapté aussi à la transition énergétique à niveau des températures demandées. Donc on va commencer à parler un peu de ce gaz, le propane, qui va probablement marquer l'avenir des pompes à chaleur et du chauffage ou le rafraîchissement résidentiel et petit tertiaire probablement dans le futur. C'est un gaz qui est naturel, donc issu de la nature, okay, avec un effet de serre associé très faible, de 3 seulement, okay, comparé, comme vous le voyez sur le graphique en dessous, au gaz utilisé de manière plus commune actuellement, comme le R410A qui présente un GWP de 2088. Donc on parle d'une différence énorme, okay, plus de 700 fois moins à niveau des émissions à effet de serre associées à la dissipation du gaz dans l'air. Même des réfrigérants nommés de transition comme le R32 ou le R452B présentent des GWP très élevés par rapport au propane. Okay. C'est un réfrigérant qui est classé A3, donc explosif,
une réglementation applicable à cette condition qui est la même applicable aux autres gaz. Les A2L comme leur 32 sont inflammables mais pas explosifs. Donc la réglementation qui marque les quantités de gaz admissibles et les usages et interventions sur les équipements incluant ces gaz est la même dans tous les cas. Okay. Derrière, petits avantages de ces produits. Donc vous voyez en partie droite de l'image une petite représentation d'une carte de travail d'une pompe à chaleur aérothermique au propane, où vous allez pouvoir voir, si vous n'arrivez pas à le voir, je vous le dis, que cette pompe à chaleur est capable de sortir du 72 degrés par moins 12 degrés extérieur, sans appoint électrique. Okay. Donc le propane est un réfrigérant que, étant explosif, effectivement, présente quand même des prestations supérieures à ce qu'on trouvait chez les gaz les plus utilisés aujourd'hui. Okay. Même à niveau des rendements, le propane est un gaz amélioratif par rapport aux gaz existants aujourd'hui. Okay. Donc on va commencer à voir quelques exemples et quelques applications de ces produits qui seront effectivement compris dans le certificat ANF sur des différents cas de figure. Donc là on voit le cas classique d'une aérothermie résidentielle utilisant le propane comme gaz. Donc vous voyez une installation d'un produit monobloc qui dans ce cas pourrait chauffer jusqu'à 75 degrés en eau chaude sanitaire et qui a une installation équivalente à celle d'un produit monobloc comme ceux que vous trouvez aujourd'hui dans le marché. Donc rien de spécial. La seule différence par rapport à la mise en place d'un produit monobloc comme ceux qui existent aujourd'hui serait les distances de sécurité. Le propane a une particularité et c'est sa densité. Le propane est plus dense que l'air. Okay. Donc, pour garantir les bonnes distances au produit, il faudra garantir, comme vous le voyez sur le petit schéma en partie haute à gauche, des distances plus élevées sur les côtés en partie basse, pour garantir que le réfrigérant peut être dissipé dans l'air. Okay. Donc c'est les seules petites différences par rapport à l'installation d'un produit monobloc propane classique que vous connaissez, qui est toujours installé ici en France. Okay. Derrière, on peut trouver des cas d'application tertiaire pour ces mêmes produits. Donc là, on parlerait d'une installation comme ce petit château de 80 kW de déperdition, okay, en chauffage, sur des anciens radiateurs en fonte, où on a besoin de chauffer à haute température. Donc avec des packs qui peuvent sortir de 70 degrés en chauffage et qui peuvent travailler jusqu'à moins 25 degrés extérieur grâce au gaz utilisé, on a un produit qui convient vraiment aux besoins du bâtiment. Okay. Continuons avec de l'aérothermie. Là, dans ce cas, un sujet qui est probablement l'un des centres de conversation ici, et c'est le collectif. Le collectif individualisé. Donc aujourd'hui, il est possible d'installer des pompes à chaleur individuelles monoblocs à l'intérieur des appartements au propane, sans limitation de mise en place, comme si on parlait d'un frigo. D'ailleurs, la plupart des frigos aujourd'hui sont remplis de propane, pour information, qui va remplacer notre chaudière murale ou notre équipement de chauffage individuel dans l'appartement. Et ces pompes à chaleur vont partager une boucle d'eau tempérée reliée à un dry cooler sur toiture que vous voyez sur le petit écran, sur la petite schéma en haut à droite. Donc ce système permet à chaque utilisateur, chaque appartement, d'avoir sa propre PAC qui sera dans ce cas une pompe à chaleur au glycoléo au propane, okay, d'environ 6 kW, 7 kW thermique, donc pour répondre aux besoins d'un appartement, réversible, donc pouvant faire le rafraîchissement et le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc sur le modèle que vous voyez à droite et celui qui est représenté sur les schémas, c'est un modèle qui intègre le préparateur d'eau chaude. Donc dans l'espace d'un frigo, vous avez votre chaufferie dans chaque appartement. Chacun est responsable de ses consommations et libre de faire ses propres consommations en chaud, en froid, en eau chaude, quand désiré. Okay, et en gardant une seule unité extérieure qui pourrait être installée et grillée, donc installée à l'intérieur et grillée, dimensionnée pour des niveaux sonores très faibles si souhaité. En fait, la liberté du choix de l'unité extérieure est un point très important si on veut implémenter ces solutions en centre-ville ou similaires. Okay, donc ces solutions sont aussi disponibles aujourd'hui dans le marché. Derrière, on pourrait parler de géothermie. C'est un sujet qui peut-être touche certains d'entre vous et peut-être pas d'autres. La géothermie, aujourd'hui, on fait face à une limitation par rapport au réfrigérant. Le propane, on peut l'installer à l'intérieur si on ne dépasse pas une certaine charge de gaz dans la pompe à chaleur.
cette charge est de 150 grammes seulement. Okay, le produit dont je vous parlais tout à l'heure, la 1.6 Pro, la EcoGeo, la pompe à chaleur qui module entre 1 et 6 kW, a seulement 150 grammes de gaz dedans. Donc vous auriez droit à l'installer à l'intérieur. Par contre, en maison individuelle, il est rare le cas où on n'ait que 7 kW de déperdition. Donc on aurait besoin d'une pompe à chaleur plus puissante pour répondre aux besoins. Okay, donc on a l'option de 2 modèles de taille supérieure, une 10 kW et une 16 kW, disponibles en monophasé et en triphasé pour faire face aussi aux questions de la rénovation énergétique. Donc ces produits auront plus de 150 grammes, moins de 1 kg, qui est aussi un nouveau seuil dans la norme, et sont équipés d'un détecteur de fuite à l'intérieur et une ventilation. Donc avec une simple canalisation et un grillage extérieur, vous aurez droit également à les installer comme n'importe quelle pompe à chaleur géothermique du marché jusqu'à présent. Okay, donc c'est un produit également installable. Donc la pompe à chaleur que vous voyez sur l'image est une pompe à chaleur en France qui fait 16 kW thermique. Okay, donc pourrait prendre un bâtiment de 200 mètres carrés par exemple, où derrière on a le grillage qui va vers l'extérieur. On ne le voit même pas. L'installation elle est très propre. On a le préparateur d'eau chaude sanitaire et pas de ballon tampon grâce à la modulation de puissance de la pompe à chaleur qui est un des atouts aussi de la technologie inverter derrière. Okay, et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la géothermie collective? Le même principe qu'on voyait tout à l'heure applicable à l'aérothermie serait applicable à la géothermie. Donc cette boucle d'eau dont on parlait tout à l'heure pourrait être géothermique. Donc garder des pompes à chaleur individuelles par appartement et faire un capteur géothermique commun à l'ensemble de l'immeuble qui sera partagé par les différents utilisateurs, les différents propriétaires des appartements. Chacun fera son usage individualisé de son énergie et comptabilisé individuellement aussi. Okay, et la boucle d'eau sera partagée par tout le monde, ce qui permet aussi de faire des dimensionnements plus adaptés. On n'a pas une coïncidence au pic de demande de 100% normalement, et on peut faire des dimensionnements du système de captage à 80% de la demande. De même applicable à l'aérotherme qu'on a vu tout à l'heure, au dry cooler, qui par rapport à des solutions d'aérothermie individuelle serait à se dimensionner un aérotherme par pack. Donc un aérotherme à 100% de la demande de chaque pack, qui multiplie le nombre d'unités extérieures, le niveau sonore et les surfaces nécessaires en toiture ou dans les espaces disponibles derrière. Donc, voici ce qui concerne les produits et les horizons qu'on va envisager prochainement. Je passe la parole à Sophie Boquillon pour la partie certification NFPAC, qui est probablement l'un des critères qui va garantir et assurer la qualité des produits qui arrivent sur les marchés. Okay, donc, Donc en fait, l'idée là, c'est de vous présenter rapidement l'intérêt de la certification NFPAC. Donc on a vu notamment Julien, qui est un fabricant de pompes à chaleur, vous faire un certain nombre d'annonces sur les performances de ces produits, aussi bien sur la partie thermique, mais également la partie acoustique, qui est un enjeu important avec la massification de la pompe à chaleur. Donc bon, il est commercial. J'espère qu'il vous a bien vendu ces produits. L'idée derrière de l'organisme de certification, c'est bien de venir donner confiance dans les annonces qui sont faites par le fabricant. On a parlé aussi du propane, qui est un nouveau fluide. On attend un certain nombre on a beaucoup d'attentes par rapport à ces performances. L'idée derrière, c'est de venir aussi attester concrètement sur les produits aujourd'hui sur le marché, quelles sont les performances avec ces nouveaux fluides pour vous permettre de les comparer les uns aux autres. Donc aujourd'hui, Eurovent Certita Certification est leader européen dans le domaine de la certification des équipements de génie climatique. Nous sommes un organisme accrédité par le COFRAC. Juste pour vous expliquer le niveau de confiance qu'on peut avoir dans les différentes annonces. Donc vous avez un premier seuil qui est la déclaration, qui va être la déclaration du fabricant. Le niveau d'au-dessus, la justification, donc c'est quand un fabricant est capable de vous apporter la preuve via un rapport d'essai sur un one-shot d'un test qui a été fait dans un laboratoire indépendant ou pas, accrédité ou pas. Et le niveau supérieur, donc la partie certification, donc on va venir confirmer l'atteinte régulière des performances des produits et également potentiellement faire des visites d'usine, des audits d'usine.
Le tout dernier niveau, l'accréditation. En France, aujourd'hui, on est obligé d'être accrédité. Donc, un organisme de certification va être contrôlé par le COFRAC pour vérifier qu'il respecte bien les règles en termes d'équité, d'impartialité, de confidentialité, etc. On délivre 3 marques de certification principalement. Donc là, on va parler de la marque NF Pompe à Chaleur. Tout à l'heure, Julien a parlé également des dry coolers. Donc, on a aussi des certifications ECP, donc Eurovent Certified Performance, sur un certain nombre de produits. La marque NF qui est plus pour le marché français. Et puis la marque QB également sous mandat du CSTB. Donc, Eurovent Certita intervient dans tout le domaine génie climatique. On a aujourd'hui à peu près une petite cinquantaine de programmes de certification sur différents domaines, donc la ventilation, la réfrigération, et puis tout ce qui est pompe à chaleur, enfin tout ce qui est thermodynamique également. On intervient sur un nombre de participants qui est quand même assez important, donc à la fois en France, mais également au niveau européen et international. On réalise à peu près 400 audits par an des sites de production des différents produits. Donc la certification, comment ça fonctionne? Donc l'idée, c'est de rentrer dans une démarche volontaire de la part des fabricants. Donc c'est un engagement aussi financier en termes de temps pour être transparent avec vous, pour vous permettre de garantir en tout cas les performances de leurs produits. On va établir des référentiels de certification qui sont basés sur des bonnes pratiques avec l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi faire évoluer nos référentiels assez facilement pour intégrer les nouvelles réglementations, pour permettre de garantir une certaine sécurité au niveau des utilisateurs. Ces référentiels sont faits avec l'ensemble des parties prenantes et aussi par consensus. Dans ces référentiels, on va déterminer un certain nombre de règles, notamment tout ce qu'on appelle règles d'échantillonnage. Donc c'est qu'est-ce qu'on est capable de tester aujourd'hui, quelles sont la fréquence pour vous donner suffisamment confiance dans les performances qui sont annoncées par les fabricants et en même temps que ce soit aussi viable économiquement parlant. On va venir pour ça combiner pas uniquement des essais dans des laboratoires indépendants, mais d'autres opérations d'évaluation telles que les audits des sites de production, des vérifications de logiciels, puisque on ne peut pas tester l'ensemble des points de fonctionnement aujourd'hui des produits. Donc on va venir aussi vérifier les performances qui sont annoncées dans les logiciels des fabricants dans des conditions qui ne sont pas forcément standardisées. Toutes ces données sont libres d'accès, donc vous avez accès sur notre site internet euroventcertification.com. Vous avez la liste des produits qui sont certifiés, également les performances que l'on vient garantir. Donc nous sommes un tiers indépendant et impartial. Vous pouvez, sur la base de règles communes, comparer les produits les uns entre les autres. Aujourd'hui, là je vous ai mis juste une petite slide pour un peu vous expliquer comment sont répartis les sites de production, notamment des pompes à chaleur. Donc dans tout ce qui est aussi évolution, donc on va regarder plus l'impact carbone, etc. Le site de fabrication, son lieu de fabrication a aussi son importance dans le choix que vous pouvez faire des produits. Donc on peut voir que sur tout ce qui est géothermie, pour les fabricants qui sont spécialisés dans le domaine, la production des produits qui sont certifiés aujourd'hui 100% en France. Comme pour EcoForest, qui fait à la fois de l'aérothermie et de la géothermie, on est plutôt sur 70% des produits fabriqués en France et 34% hors Europe. Tout ce qui est pompe à chaleur RR va être plutôt des productions plutôt hors Europe. Aujourd'hui, là, vous avez un petit nuage de points qui représente un petit peu comment se situent les performances des produits qui sont aujourd'hui certifiés en fonction des différents points d'application et de la technologie. Donc là, c'est tout fluide confondu. À l'avenir, il pourrait être intéressant de comparer les anciens fluides qui ne vont plus pouvoir être mis dans les pompes à chaleur avec les nouveaux horizons, notamment avec le propane ou d'autres fluides qu'on peut voir sur le marché. Voilà.
J'en ai terminé pour l'explication sur la certification. Est-ce que vous avez éventuellement des questions pour Julien ou pour moi? J'espère avoir été claire. Pas de questions? En fait, vous avez parlé du coup de pouvoir comparer les produits à règles légales. Est-ce qu'il existe déjà sur votre site, je suppose, ou sur votre stand, des tableaux qui permettent à situation égale, règle égale, de comparer des produits? Alors, sur le site internet, vous pouvez sélectionner les typologies de produits et vous avez toutes les performances qui sont affichées. Et ensuite, vous pouvez comparer les produits les uns entre les autres. Très bien, merci beaucoup. Oui, bonjour. Une question peut-être plutôt pour EcoForest. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est votre horizon pour le prochain fluide frigorigène avec un GWP encore plus bas que 3. À quoi vous réfléchissez aujourd'hui et à quelle échéance? Merci. Donc, par rapport au fluide, bon, moins que 3, c'est difficile. Voilà, il nous reste très peu d'options, parmi elles le CO2. La question, c'est que pour une application, on va dire, générale ou résidentielle, plutôt, les performances du CO2 ne sont pas nécessairement les meilleures. Ce n'est pas un gaz qui soit adapté aux besoins en température, au moins en Europe, de ce qui sont les applications résidentielles, parce qu'on a des besoins en faible température, on va dire. Le CO2 est très bien pour les applications à haute température. Donc dès qu'on demande du 70, du 80, du 85 degrés, il est très bien, même si les performances, bien évidemment, ne sont pas les meilleures. Donc on voit dans le propane un gaz d'avenir. La réglementation actuelle qui a été déjà repoussée à plusieurs reprises, son application, on parlait de 2025 il y a quelques temps, là on parle de 2027. Donc, elle sera probablement valable pendant beaucoup de temps, même si le marché évolue. On se pose plutôt la question aujourd'hui sur les gaz pour les applications tertiaires, là où il y a plus de marge encore, parce qu'il y a moins de limitations sur les gaz exigés. Okay, donc on parle du 1, 2, 3, 4 Z2 ou des gaz de ce style, où on peut avoir des hautes températures, et là les hautes températures sont demandées, notamment le CO2 est une option logiquement. Mais sur le résidentiel, on voit dans le propane un gaz, si bien dans le cas du R32, on ne voyait pas un gaz d'avenir. D'ailleurs, nous, en tant que société, on n'a jamais travaillé le R32 à ce niveau, puisqu'on ne voyait pas d'intérêt, ce n'était pas un gaz plus performant que les précédents, ni avec un GWP tellement faible pour le justifier. Mais dans le propane, on voit ce compromis de prestations et émissions de serre associées, qui pourrait garantir un futur d'une certaine période au moins en travaillant sur le propane. On verra après si les pompes à chaleur acoustiques ou des technologies de ce style, mais pour l'instant, si on parle de réfrigérant en tant que, on garderait le propane. Normalement, oui. On avait 10 minutes quand tu étais à moitié de... Merci. Bonjour. Juste une question d'ordre général. Est-ce que vous pourriez rappeler le calendrier de fin des différents types de fluides frigorigènes? C'est pas très clair, ça évolue assez vite. Voilà. À quel moment finalement les pompes à chaleur, on sera obligé de passer au propane? Est-ce que c'est 2027? Est-ce que c'est 2030? Et ma deuxième question, c'est vous faites des pompes à chaleur individuelles pour des logements avec des puissances qui vont jusqu'à 6 kW. Comment ça se passe pour le shot sanitaire? Parce que ça paraît un poil juste. Est-ce qu'il faut un gros élément de stockage avec? Voilà. C'est mes deux questions. Merci. Je réponds. Donc, par rapport à la première question, normalement, la révision de la F-gaz applicable ici, au moins en Europe, est prévue à être appliquée en 2027. Donc, les constructeurs n'auront pas droit à fabriquer et commercialiser des produits avec un gaz utilisé présentant un GWP supérieur aujourd'hui, tel que c'est écrit, 150.
Donc 150 limite énormément les possibilités. Il y a quelques gaz au-delà du propane et du CO2 qui sont toujours valables. Mais bon, d'après ce qu'on voit historiquement, être proche de la limite n'est pas bon signe. Donc vaut mieux passer à des choses plus en avance. Et les prestations derrière justifient le passage au propane. En tout cas, cette date applique uniquement aux nouveaux produits commercialisés. Si en 2026, vous vendez une installation ou vous achetez une installation équipée d'une PAC au R32 ou R410A ou R452B ou autre, elle sera toujours utilisable et valable et entretenable au moins pendant 10 ans. Okay, donc ça, c'est important de savoir parce que parfois, on se met la limitation sans vraiment être en obligation de le faire. Mais que vous sachiez que même le produit pourrait être traité et intervenu derrière si nécessaire. L'autre question, c'était par rapport aux tailles de machine. Donc, les pompes à chaleur 6 kW en eau chaude sanitaire, elles sont bien plus puissantes qu'un chauffe-eau thermodynamique, qu'un ballon thermodynamique ou qu'un chauffe-eau électrique. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, on installe des chauffe-eau à 2 kW ou des ballons thermodynamiques à 2-3 kW qui mettent en moyenne pour un ballon de 100 litres 5 heures à l'emmener en température. Donc, vous faisiez une idée. Une PAC 6 kW mettra beaucoup moins de temps parce qu'elle est plus puissante. Okay, on a l'avantage de pouvoir stocker de la haute température en utilisant une pompe à chaleur, donc avec des rendements élevés par rapport à un système électrique ou thermodynamique pur en PAC air eau thermodynamique. Mais la puissance sera toujours supérieure. Donc les cycles de chauffe d'un ballon, par exemple dans les modèles que je vous ai montrés, le ballon était intégré. Okay, c'est un ballon de 165 litres qui plus ou moins équivaut à 2 douches ou 2 salles de bain dans une habitation standard. Le chauffage d'un ballon de ce style, dès zéro, met 1 heure et peu à être chauffé. Et si on parle d'un cycle de chauffe standard après une douche, on met une quinzaine de minutes, une trentaine de minutes. Donc c'est des cycles de chauffe assez corrects. Et l'avantage, c'est qu'on a des rendements élevés derrière, à différence d'une résistance électrique ou d'un chauffe-eau classique. Le fait de pouvoir combiner dans un seul équipement la production de chauffage, de rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire pour un appartement simplifie aussi énormément les coûts par rapport au fait de doubler les systèmes, de rajouter des préparateurs d'eau chaude à part et ainsi de suite. De toute manière, les PAC sont équipés d'une résistance d'appoint intégrée de 2 kW électriques au cas où panne ou besoin d'appoint en parallèle avec la PAC, pouvoir les activer et fonctionner avec les pompes à chaleur en production d'eau chaude ou de chauffage. Oui, une question. Il y avait une... Ouais, pardon. On a encore un peu de temps. Juste 2 minutes. Okay, une question, vous avez... Juste la dernière question, si elle est rapide. La dernière, rapide, oui. Vous avez évoqué rapidement les pompes à chaleur thermoacoustiques. Qu'est-ce que vous pouvez en dire 2 mots pour 2 mots. Est-ce que c'est rapidement, est-ce que c'est l'avenir ou c'est... Merci beaucoup. Et puis hésitez. Ah pardon, j'avais. Ouais, il y avait une question en cours. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Donc, on me posait la question par rapport aux pompes à chaleur thermoacoustiques. Donc c'est un sujet pour lequel on pourrait faire une conférence complète si on veut. Ouais. Mais c'est aussi un sujet qui est encore en cours de développement, on va dire. D'un côté, les technologies, on les connaît. EcoForest, dans ce cas, a certaines connaissances à ce propos qu'on ne va pas pouvoir dévoiler aujourd'hui pour des questions de confidentialité. C'est une technologie qui a l'air très intéressante. Il faut encore travailler l'application réelle sur les produits standards de ces compresseurs thermoacoustiques. Les dimensions, notamment, n'ont rien à voir avec un compresseur standard, pour faire une idée d'une chose qui soit publique. Okay, les rendements, pour l'instant, ne sont pas nécessairement meilleurs que les rendements des compresseurs actuels dans le marché. Ça pourrait changer, on ne dit pas non. Et c'est pour ça que je parle parfois plutôt de ça comme l'avenir que de propane ou de réfrigérant. Les implications de ce type de compresseur sur l'environnement, il faut encore les tester, les valider, okay, parce que nous, on entend une certaine fréquence, mais les chiens entendent une autre.
Donc il faut savoir aussi les implications de travailler en thermoacoustique. Bon, c'est des choses qui sont en cours de développement et de test. C'est une technologie qui est, pour l'instant, comme d'autres, hein, l'hydrogène sur le marché standard aussi en cours de développement. Donc il y a des technologies en cours aujourd'hui qui peuvent être l'avenir, comme peut-être la PAC l'était il y a une cinquantaine d'années ou autre, donc qui pourrait être candidat à un moment donné, est une solution pour le marché. Je ne pourrais pas vous dire plus. Bon, bah, je vous remercie à tous d'être venus de notre part, hein, Sophie et de la mienne aussi. Et puis je vous souhaite un bon salon. Profitez-en bien.